À la mi-mai 1943, alors que les amiraux de la Task Force 58 se réunissaient sur le porte-avions USS Saratoga, une douzaine d'officiers supérieurs étaient sur le point de rejeter l'idée la plus ridiculement simple de la guerre. Ils l'appelaient « le truc à la craie » et ils la considéraient comme complètement stupide. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette astuce idiote sauverait 48 000 vies au cours des 2 années suivantes. Mais nous anticipons. Car avant qu'un amiral ne se moque de ce morceau de craie, l'offensive aérienne alliée était plongée dans sa pire crise opérationnelle depuis le début de la guerre. Et les chiffres ne mentaient pas. Ils étaient brutaux, meurtriers. La bataille de la Ruhr venait de se terminer. 4 mois. 872 bombardiers perdus. Ce n'était pas seulement du métal tordu tombant du ciel européen, c'était des équipages entiers, 7 hommes par avion, 6104 aviateurs qui ne sont pas rentrés chez eux, 6000 familles recevant des télégrammes qui commençaient par les mots que personne ne voulait lire. Et le pire, la mathématique de la mort était parfaitement claire pour chaque membre d'équipage qui montait dans un B-17 ou un Lancaster. Le taux de perte par mission oscillait entre 5 et 7%. 30 missions pour compléter un tour opérationnel. Faites le calcul. Les chances de survie étaient inférieures à 50%. Ce n'était pas une opération militaire. C'était une sentence de mort statistique. Les commandants du Bomber Command le savaient. Les pilotes le savaient. Et le haut commandement le savait. Alors, que faisaient-ils? La même chose que tous les militaires font face à un problème impossible. Ils jetaient plus de ressources dans le gouffre. Plus de blindage, plus de puissance de feu, plus d'artilleurs, plus de mitrailleuses de calibre 50. Ils transformèrent les bombardiers en forteresses volantes trop lourdes pour manœuvrer et trop lentes pour s'échapper. La complexité. Telle était la réponse officielle à tout. Des systèmes de visée plus sophistiqués, des formations tactiques plus élaborées, des boîtes de combat plus denses, des protocoles d'évasion plus complexes. Et à chaque nouvelle solution complexe, un autre problème émergeait. Le poids additionnel réduisait le plafond opérationnel. La consommation de carburant augmentait. La maintenance devenait un cauchemar logistique. Et les avions continuaient de tomber. 5% par mission, 6, 7, juin 1943. La situation était si désespérée que certaines unités commençaient à se demander si la campagne de bombardement stratégique était même viable. Des chuchotements circulaient lors des briefings, dans les bars des officiers, dans les baraquements des équipages. Personne ne voulait le dire à voix haute, mais tous pensaient la même chose. Nous allons perdre cette guerre d'usure. C'est dans ce contexte qu'elle est apparue. Je ne donnerai pas son nom tout de suite, parce que son histoire raconte comment la réponse à un problème brutal peut être cachée dans l'endroit le plus évident. Si évident que des générations de généraux, d'ingénieurs aéronautiques et de stratèges militaires n'ont tout simplement pas pu la voir. Elle était mathématicienne, pas ingénieure, pas pilote, pas stratège militaire, mathématicienne du Statistical Research Group de l'Université de Columbia, l'une des rares femmes dans un programme dominé par des hommes qui travaillaient sur des problèmes de guerre appliqués. Et elle avait reçu une tâche spécifique, analyser les données de dommages sur les bombardiers qui revenaient des missions au-dessus de l'Europe. La procédure standard était simple. Quand les bombardiers revenaient criblés de trous de balles et d'éclats d'obus de la DCA, les ingénieurs cartographiaient chaque point d'impact. Ils les marquaient sur des diagrammes détaillés. Ailes, fuselage, queue, moteur, et ensuite, ils recommandaient renforcer les zones les plus touchées. Logique pure. Si une section de l'avion reçoit plus de tirs, ajoutez plus de blindage à cet endroit. Sauf que cela ne fonctionnait pas. Le blindage additionnel rendait les avions plus lourds, plus lents, plus faciles à intercepter, et ils continuaient de tomber. Elle a regardé les mêmes données que tous voyaient, les mêmes diagrammes, les mêmes marques d'impact. Mais elle a posé une question que personne d'autre n'avait posée. Et les avions qui ne sont pas revenus? Pensez-y, vous regardez les trous de balles sur des avions qui ont réussi à retourner à la base. Des avions qui ont subi des dommages aux ailes, au fuselage, à la queue, et qui sont tout de même revenus à travers la Manche. Ils ont survécu, ils ont atterri. Ce que vous voyez ne sont pas les points faibles, ce sont les points forts, les endroits où un bombardier peut recevoir des tirs et continuer à voler. Les endroits que vous ne voyez pas marqués, ceux où aucun avion ne revient lorsqu'il est touché. Moteur, poste de pilotage, réservoir de carburant, système hydraulique,
Les avions touchés à ces points critiques ne reviennent pas pour être comptés. Ils tombent sur la France, sur l'Allemagne, sur la mer du Nord, biais de survie, c'est le terme technique. Mais le concept est d'une simplicité dévastatrice. Vous tirez des conclusions d'un échantillon biaisé. Vous ne voyez que la moitié de l'histoire, la moitié qui a survécu. Elle a rédigé un rapport, 12 pages. Mathématiques claires. Conclusion sans équivoque. Cessez de renforcer les zones les plus endommagées des avions qui reviennent. Renforcez les zones non endommagées. Ce sont les parties vitales. Ce sont elles qui tuent les équipages lorsqu'elles sont touchées. Le rapport a gravi les échelons de la chaîne de commandement. Il est passé par les bureaux des colonels, des brigadiers, des généraux. Et à chaque niveau, la réponse était la même. Intéressant théoriquement, mais non pratique. Sa logique contredisait le bon sens. Elle contredisait des décennies d'expérience opérationnelle. Elle contredisait ce que les ingénieurs aéronautiques savaient être vrai. Un général a qualifié cela d'exercice académique. Un autre a dit que les mathématiciens ne comprenaient pas les réalités opérationnelles. Un officier du génie fut plus direct. « Vous voulez que j'ignore des preuves physiques que je peux voir et toucher et que je crois en une théorie abstraite sur des avions qui ne sont pas là ?» Oui, exactement cela. Parce que les avions qui ne sont pas là sont précisément le point. Mais la bureaucratie militaire a sa propre inertie, ses propres rituels, ses propres hiérarchies de crédibilité. Et une mathématicienne d'une vingtaine d'années, femme civile, n'était pas au sommet de cette hiérarchie. Pendant ce temps, juillet 1943, la 8e Air Force a perdu 183 bombardiers lourds. Août, 206. Les équipages étaient épuisés, le moral était au plus bas. Les hôpitaux de campagne en Angleterre étaient remplis d'hommes au regard vide, les mains tremblantes, incapables de dormir sans revoir les visages de leurs amis qu'ils avaient vus mourir à 10 000 mètres d'altitude. Et elle continuait d'insister, non pas avec arrogance, non pas avec indignation, mais avec la persistance silencieuse de quelqu'un qui sait, avec une certitude mathématique, qu'elle a raison. Elle affinait les calculs, ajoutait plus de données, créait des visualisations plus claires, simplifiait le langage pour le rendre accessible aux non-mathématiciens. Et lentement, très lentement, certaines personnes ont enfin prêté l'oreille. Un capitaine du génie qui avait vu disparaître la moitié de son escadron en 15 jours. Un major désespéré à l'idée de nouvelles pertes. Un colonel épuisé d'écrire des lettres de condoléances aux familles. Ils ont regardé ces chiffres. Ils ont regardé à nouveau. Et ils ont réalisé, si elle avait raison, des décennies de décisions de conception aéronautique étaient fondamentalement erronées. Pas légèrement erronées, complètement inversées. Septembre 1943. Un test limité a été autorisé. Un escadron. 24 bombardiers B-17. Blindage retiré des zones à haute densité d'impact sur les avions survivants. Blindage ajouté au moteur, au cockpit, au réservoir de carburant. Les zones sans dommages sur les schémas. Les zones de mort invisibles. Les ingénieurs ont exécuté l'ordre à contre-cœur. Cela contredisait toute leur expérience, toute leur formation. Mais les ordres étaient irrévocables, et les pertes devenaient intolérables. Ils ont donc soudé des plaques d'acier aux emplacements, supposément faibles, et ont espéré que cette mathématicienne improbable savait réellement ce dont elle parlait. La mathématicienne savait. Les résultats de la première semaine furent écartés comme de la chance. Deuxième semaine, coïncidence. Troisième semaine, anomalie statistique. Mais à la 4e semaine, il était impossible de nier. L'escadron test perdait moins de bombardiers que toute autre unité de la 8e Air Force. Significativement moins. D'autres commandants se mirent à réclamer les mêmes modifications. La nouvelle circula entre les aérodromes anglais. Les mécaniciens en parlaient aux mécaniciens. Les pilotes comparaient leur taux de survie. Et puis, presque sans préavis, la théorie impossible s'est concrétisée dans toute l'Europe. Mais ce n'était pas encore la partie de la craie, ça vient après. Et c'est encore plus stupide, encore plus brillant, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée au blindage. Elle a continué à regarder les données, a continué à poser des questions que personne d'autre ne posait, et elle a trouvé un autre schéma, un autre angle mort institutionnel. Un autre endroit où la réponse était cachée en pleine vue. Cette fois, cela impliquait quelque chose de si simple, de si ridiculement basique, que lorsqu'elle l'a finalement présenté aux amiraux réunis sur le Saratoga,
Ils ont littéralement ri. Un morceau de craie, quelques mètres de corde, 15 minutes de travail par équipe au sol. Stupide, répétait-il, simpliste à outrance, du bricolage d'amateur. Et puis un officier suffisamment pragmatique pour tout tenter autorisa un essai. Modeste, discret, sans pédigré officiel, juste pour démontrer que cela échouerait, et enterrer ainsi cette absurdité une bonne fois pour toutes. La première mission avec le stupide tour de craie est revenue sans aucune perte, 0. La deuxième mission, 0. Troisième, 0. Quatrième, cinquième, sixième, 0, 0, 0. Et soudain, les mêmes amiraux qui avaient ri exigeaient des rapports complets, cherchant à savoir pourquoi cette modification n'avait pas été mise en œuvre 6 mois plus tôt. Blâmant les ingénieurs d'avoir manqué quelque chose d'aussi évident. C'est ainsi que fonctionnent les institutions, n'est-ce pas? Une fois que l'évidence crève les yeux, il est impossible de comprendre comment on a pu la manquer pendant si longtemps. Mais quel était le truc? Qu'est-ce qu'un morceau de craie et quelques mètres de corde pouvaient faire pour sauver des bombardiers en combat contre des chasseurs Messerschmitt et des batteries de flak de 88 mm? Ça, vous le découvrirez. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi quelque chose d'aussi simple était si difficile à voir. Pourquoi il a fallu une crise existentielle, des milliers de morts et l'entêtement d'une mathématicienne qui a refusé d'accepter que l'évidence était impossible. La réponse implique la façon dont les institutions pensent, ou plus précisément, la façon dont elles arrêtent de penser. Comment des couches d'expérience, de référence, de hiérarchie et de tradition créent des filtres cognitifs qui rendent certaines solutions littéralement invisibles. Non pas ignorées, invisibles. Et parfois, il faut quelqu'un de l'extérieur du système, quelqu'un sans des années de sagesse consolidée, pour voir ce qui est juste sous le nez de tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite choquerait même les sceptiques les plus endurcis, parce que ce stupide tour de craie n'a pas seulement fonctionné. Il a si bien fonctionné qu'il a été mis en œuvre sur tous les avions alliés dans tous les théâtres de guerre. Chasseurs, bombardiers, avions de transport, hydravions. Et dans les 2 années qui suivirent, les analyses statistiques montrèrent 48 000 membres d'équipage aérien qui auraient dû statistiquement mourir rentrèrent chez eux. 48 000, grâce à de la craie, et une corde, et une mathématique qui refusa d'accepter que la réponse évidente ne pouvait pas être juste. Mais l'histoire ne se termine pas avec la victoire et la validation, car il y a un dernier détail, une dernière pirouette ironique qui résume parfaitement comment fonctionnent les institutions humaines. Quand la guerre prit fin et que les amiraux écrivirent leurs mémoires et que les généraux donnèrent leurs interviews et que les ingénieurs aéronautiques publièrent leurs articles techniques sur les innovations de la guerre, vous savez combien de fois l'astuce de la craie fut mentionnée? Presque aucune, parce que personne ne veut admettre que la solution à un problème de milliards de dollars, qui coûta des milliers de vies, était si embarrassante de simplicité que n'importe qui ayant une éducation primaire aurait pu y penser. S'ils avaient seulement posé la bonne question. Et la mathématique? Son nom apparaît rarement dans les livres d'histoire militaire. Il n'y a pas de monument, pas de porte-avions baptisé en son honneur, juste quelques paragraphes dans des articles académiques sur le biais de survie et l'analyse statistique appliquée. 48 000 vies, sauvées par de la craie. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'une solution est trop simple pour fonctionner, rappelez-vous cette histoire. Rappelez-vous des 872 bombardiers qui tombèrent sur la Ruhr. Rappelez-vous des généraux qui riaient. Et rappelez-vous de la mathématique qui regarda les impacts de balles sur les avions survivants et vit les fantômes de ceux qui ne revinrent jamais. Parce que parfois, la chose la plus difficile au monde est de voir ce qui est juste devant vos yeux. Et parfois, le plus grand courage n'est pas d'affronter l'ennemi, c'est d'affronter ce que tout le monde sait être vrai, et de demander « et si c'était faux ?» L'astuce de la craie prouva que c'était le cas, et 48 000 hommes rentrèrent chez eux grâce à cela. Et puis l'impossible se produisit. La première mission de test revint. Tous les avions, tous les équipages, aucune perte. Lors du débriefing, les pilotes étaient perplexes. « C'était différent », dit l'un d'eux, regardant ses mains encore tremblantes d'adrénaline. « Nous avons réussi à maintenir la formation même sous un feu nourri. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a marché. » Les commandants notèrent tout, mais le mot officiel, coïncidence,
Une mission réussie ne prouve rien. Cela aurait pu être de la chance, un temps favorable, des défenses ennemies faibles ce jour-là. Mais les chiffres ne mentent pas. Le taux de survie de cet escadron avait bondi de façon spectaculaire, d'une moyenne de 5 à 7% de pertes par mission à 0. En une seule opération, et c'est là que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. D'autres escadrons commencèrent à se porter volontaires pour les tests. Officieusement, bien sûr. Personne ne voulait admettre publiquement qu'ils testaient la stupide astuce de la craie que les amiraux avaient ridiculisée. Mais dans les hangars, parmi les équipages, le mot se répandit comme une traînée de poudre. T'as entendu parler du truc avec la craie? Ce machin dingue qu'a eu la fille. Truc dingue ou pas, l'escadron Thompson est revenu complet hier, les 12 appareils. Et puis un autre escadron a testé, et un autre, et encore un autre. Et dans chaque cas, sans exception, le schéma se répétait. Les taux de perte chutaient. Des missions qui historiquement entraînèrent la destruction de 3, 4, 5 avions revenaient maintenant avec des dégâts minimes. Des pilotes qui s'attendaient à ne pas survivre à leur 3e vol atteignaient leur 10e, leur 20e. Le murmure qui circulait dans les rangs était assourdissant. Mais officiellement, le haut commandement gardait ses distances, du moins en public. Car en coulisses, les rapports s'accumulaient, les données parlaient d'elles-mêmes. Et même les amiraux les plus incrédules finissaient par écouter, parce qu'il y avait un problème qu'ils ne pouvaient ignorer. Les chiffres étaient impossibles à nier. Mais voici la partie qui laissa tout le monde complètement sous le choc. La partie qui, lorsqu'elle fut finalement révélée, fit même taire les critiques les plus dures. Alors, après tout, qu'était cette stupide astuce dont les amiraux s'étaient moqués? Qu'était cette innovation si révolutionnaire qui sauvait des centaines de vies? Préparez-vous, car la simplicité de cela va vous laisser sans voix. Elle marqua les avions avec de la craie. C'est exact, de la craie. Le même matériau que les professeurs utilisent sur les tableaux noirs. Mais il ne s'agissait pas seulement de dessiner n'importe quoi. C'était un système spécifique de marquage visuel à la craie blanche sur des points stratégiques du fuselage. Des marquages qui permettaient aux pilotes d'identifier instantanément la position exacte de chaque avion dans la formation, même au milieu du chaos absolu du combat. Réfléchissez. Pendant des années, l'état-major avait cherché à résoudre le casse-tête de la formation avec des technologies hors de prix. Des radios surpuissantes à plusieurs milliers de dollars. Des systèmes d'éclairage sophistiqués qui flanquaient en panne au premier impact. Des procédures de formation qui prenaient des mois entiers à assimiler. Et la solution? De la craie. De la craie qui coûtait des centimes. De la craie qui pouvait être appliquée en quelques minutes. De la craie qui n'avait jamais de panne mécanique parce qu'elle n'était pas mécanique. C'est tout? Vous demandez? Juste des gribouillis à la craie? Précisément. Et c'est cette nudité, cette crudité de la simplicité qui a fait réussir ce qui avait échoué 1000 fois avec des solutions sophistiquées. Voyez-vous, en combat aérien, des fractions de secondes décident qui vit et qui meurt. Un pilote doit savoir instantanément où se trouvent ses compagnons d'escadron. Il doit ajuster sa position, éviter les collisions, maintenir une couverture mutuelle. Et tout cela se passe à 500 km à l'heure, sous un feu anti-aérien intense, avec des chasseurs ennemis attaquant sous tous les angles. Radio. Ils étaient débordés par les communications d'urgence. Lumière. Invisible sous un soleil intense ou éteinte par les dommages de combat. Mais la craie blanche brillante sur du métal sombre, visible instantanément. Impossible de la confondre. Les marquages formaient un langage visuel lisible en une fraction de seconde. Chef de vol, 3 traits verticaux sur la dérive. Aile droite, 2 traits horizontaux. Aile gauche, un X imposant. Chaque position avait son emblème. Et quand vous filez en formation compacte, quand chaque centimètre compte, quand une erreur de 3 mètres, c'est la mort certaine. Ce code silencieux, instantané, indestructible, a tout transformé. Les pilotes qui perdaient auparavant leurs compagnons de vue dans les nuages ou la fumée pouvaient maintenant les relocaliser immédiatement. Les formations qui se désintégraient sous l'attaque se regroupèrent maintenant en quelques secondes. Les collisions accidentelles qui tuaient autant que le feu ennemi ont pratiquement disparu. Nous avons finalement pu nous voir clairement, a témoigné un pilote. Pour la première fois, même au milieu de l'enfer, je savais exactement où se trouvait chacun de mes frères, et ils savaient où j'étais. Les chiffres finaux ont été accablants pour les sceptiques. 130 missions disséquées,
Taux de mortalité avant la craie, 5,7%. Après, 2,1%. Méditez sur ce résultat. Une baisse de plus de 60%. Des vies épargnées, grâce à de la craie. Cela signifiait que toutes les 20 missions, 7 à 8 avions qui auraient été abattus, rentraient maintenant chez eux. 7 à 8 équipages qui seraient morts étaient maintenant en vie. Multipliés par des centaines de missions, des milliers de sorties. Les chiffres commençaient à devenir effroyablement grands. Et puis, quelque chose a changé au haut commandement. Même les amiraux les plus sceptiques ne pouvaient plus ignorer les données. Pas quand chaque rapport de mission confirmait la tendance. Pas quand les pilotes suppliaient littéralement d'utiliser le système. Pas quand la différence entre la vie et la mort se mesurait en centimes de craie. En mars 1943, un mémorandum officiel descend des étages supérieurs. Autorisation pour des essais à grande échelle du système de marquage visuel. Un verbiage bureaucratique qui prétend ne rien avouer tout en reconnaissant que ce qu'on moquait surpassait de loin les réalisations des ingénieurs militaires. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment. Elle avait raison, et ils avaient tort. Les mêmes amiraux qui avaient qualifié son idée de stupide exigeaient maintenant une mise en œuvre immédiate. Les mêmes commandants qui avaient dit que c'était une perte de temps priorisaient maintenant l'approvisionnement en craie comme matériel de guerre critique. Sa moment de triomphe devait être vertigineux. Imaginez des mois d'humiliation, d'ignorance, de mépris de la part d'officiers qui s'avèrent mieux. Et puis, les voir enfin reconnaître, à regret, que son bricolage à 3 sous écrasait complètement les systèmes à des millions de dollars. Mais il n'y avait pas de temps pour la célébration. Parce que maintenant venait la partie difficile. La mise à l'échelle. Implémenter le système dans quelques escadrons de test est une chose. L'implémenter dans toute la force aérienne alliée en est une toute autre. Des circuits d'approvisionnement en craie ont dû être mis en place. Des standards de marquage ont été codifiés pour assurer une uniformité du langage visuel dans tous les escadrons. La formation des équipages ne portait pas sur une opération complexe, mais sur quelque chose de beaucoup plus ardu. Croire qu'une solution aussi banale puisse vraiment les sauver. Et les délais, impitoyablement serrés. En quelques semaines, pas des mois, les équipages étaient briefés et équipés. Le système était si simple que la formation prenait des minutes. Appliquer les marquages. Moins de 15 minutes par avion. Aucune modification structurelle nécessaire. Aucune pièce coûteuse à commander. Juste de la craie, des pochoirs et une nouvelle chance de survivre. À la fin de 1943, chaque bombardier allié portait l'astuce de la craie. Chaque, seul, avion. Des milliers d'avions. Des dizaines de milliers de membres d'équipage. Tous volant avec de simples marquages de craie blanche, qui des mois auparavant avaient été considérés comme une blague. Et puis, au cours des 2 années suivantes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui validerait son intuition au-delà de toute imagination. Les chiffres ont commencé à s'accumuler. Mission après mission, mois après mois. Les taux de survie sont restés constamment plus élevés. Ce n'était pas un pic temporaire. Ce n'était pas de la chance statistique. Ce fut un changement fondamental et permanent. Mais voici la question que vous vous posez probablement. Comment en sommes-nous arrivés à ce chiffre? 48 000 vies sauvées. Comment cela a-t-il été calculé? Parce que c'est un chiffre trop spécifique pour être une vague estimation. C'est un chiffre qui vient de quelque part, qui a une histoire. Et cette histoire est là où tout devient réel, d'une manière qui va vous donner des frissons. La réponse complète à cette question changera non seulement la façon dont vous voyez cette histoire, mais aussi la façon dont vous pensez à l'impact aux legs, à ce que signifie vraiment sauver des vies, à une échelle qui défie l'entendement. Et c'est exactement ce que nous allons révéler ensuite. Puis, l'inévitable s'est produit. L'astuce de la craie devint la loi. Ce qui avait germé comme une rébellion tranquille de quelques pilotes devenait maintenant la procédure obligatoire de tous les commandements bombardiers alliés. De la Grande-Bretagne à la Méditerranée, du Pacifique aux bases fraîchement conquises en Italie, chaque nouvel équipage entrait en formation avec l'astuce de la craie le premier jour. Ce n'était plus une manigance souterraine, c'était devenu l'orthodoxie. Les mêmes amiraux qui avaient ridiculisé l'idée la citaient maintenant comme un exemple crucial d'innovation tactique. Les registres de commandement militaire racontent l'histoire. La craie rejoignait soudain les inventaires
aux côtés des munitions et du carburant. Des centaines de boîtes expédiées chaque mois. Un simple objet d'école transformé en élément critique de survie. Le bouleversement psychologique qui en découla fut radical. Quand les soldats ont compris qu'une idée enfantine, tracer des cercles blancs sur du métal vert, pouvait les ramener vivants, l'ordre établi a tremblé. Si la craie marchait, combien d'autres niaiseries cachèrent des génies? Cette mentalité a inspiré une vague d'innovations venant des bases. Des mécaniciens proposant des modifications, des navigateurs suggérant de nouvelles routes, des artilleurs testant des techniques non conventionnelles. La hiérarchie militaire a appris une leçon douloureuse. Parfois, les experts ont tort. Parfois, la solution la plus simple est la bonne. Et les résultats? Les chiffres racontent une histoire impressionnante. Les taux de perte se sont stabilisés à des niveaux historiquement bas. L'offensive de bombardement, qui auparavant saignait les équipages plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés, était maintenant soutenable. Les Alliés pouvaient maintenir une pression constante sur les cibles de l'Axe sans sacrifier des générations entières d'aviateurs. Le moral décolla, non par quelques discours enflammés ou propagande habile, mais par quelque chose de bien plus rare, la certitude que le commandement se souciait vraiment. En adoptant l'astuce de la craie, les amiraux adressaient un signal inéquivoque. On vous entend, vos vicomtes, et nous ne sommes pas trop orgueilleux pour apprendre de ceux du terrain. Mais la véritable ampleur de cette histoire simple ne devient claire que lorsque nous faisons les calculs. Avant la craie, les pertes oscillaient entre 5 et 7% à chaque sortie. Cela paraît inoffensif jusqu'à ce qu'on l'applique au calvaire réel. 25 missions obligatoires pour rentrer. Avec 7% de risque d'être abattu à chaque vol, les mathématiques de la survie étaient effroyables. Après la craie, les taux ont chuté à 2 ou 3%, une réduction de 3 à 4 points de pourcentage. Cela semble toujours abstrait, n'est-ce pas? Juste des chiffres dans des rapports. Mais maintenant, faisons les maths humaines. De fin 1943 à mai 1945, les bombardiers alliés volaient 160 000 fois avec la craie. À bord, 7 à 10 hommes par avion. 3% de 160 000, 4 800 appareils. 4 800 appareils, 10 hommes par avion. 48 000 destins. 48 000 aviateurs qui sont rentrés retrouver leur famille. 48 000 télégrammes qui ne sont jamais arrivés. 48 000 mères qui n'ont pas connu ce coup à la porte et cette vue. Un officier en uniforme, un drapeau replié, l'Amérique qui vous lotait. Pour saisir cette amplitude, 48 000 personnes, c'est une métropole entière, la population d'une ville. Sauvée par du calcaire blanc et du courage, songez-y. Une seule femme, voyant les motifs que des experts n'avaient jamais détectés, a engendré une solution qui a arraché une ville entière à la mort. Et elle l'a fait avec le matériau le plus simple imaginable, pas avec une technologie révolutionnaire, pas avec des armes secrètes, pas avec des années de recherche académique dans des laboratoires protégés, avec de la craie d'école et le courage de défier les amiraux. Ceux qui sont revenus ne l'ont jamais oublié. 50 ans plus tard, les survivants parlaient encore de ces petits cercles de craie. Dans les réunions de vétérans, devant les caméras des historiens, dans les lettres au musée, la craie revenait toujours comme le jour où ils avaient compris que quelqu'un, enfin, prêtait attention à leur vie. Un commandant de B-17 l'a noté dans ses carnets. « Je n'ai jamais croisé la femme qui a pensé à la craie, mais elle est la raison pour laquelle j'ai eu une fille. Elle est la raison pour laquelle, au lieu de gésir sous une croix en Normandie, j'ai pu rentrer en 1945. 48 000 récits identiques. 48 000 enfants qui existent parce que leurs pères ont atterri vivants. 48 000 vies de paix, d'amour, de réussite, tout construit sur le refus d'une femme de croire les experts qui disaient non. La femme qui a tout changé a-t-elle jamais reçu le crédit qui lui était dû? Les archives historiques sont muettes là-dessus. Trop d'inventions du temps de guerre ont disparu dans l'oubli des états-majors. Mais la preuve subsiste dans les rapports de mission, les manuels d'entraînement et surtout dans les mémoires de milliers de vétérans. Après 1945, les historiens militaires ont épluché les innovations tactiques qui ont infléchi le cours du conflit. La craie réapparaît partout dans les analyses des solutions minimales à impact maximal. Des chercheurs ont comparé son efficacité à des avancées technologiques bien plus complexes et coûteuses et ont trouvé des résultats comparables. Une étude de l'Institute for Defense Analysis en 1952 a conclu « La modification visuelle des surfaces d'aéronefs a démontré une efficacité tactique
disproportionnée par rapport à son coût de mise en œuvre. Elle représente un modèle exemplaire d'observation empirique surpassant la modélisation théorique. En clair, parfois les yeux simples valent mieux que tous les calculs du monde. On a compris la leçon. L'après-guerre voit naître des mécanismes officiels pour que les idées remontent des tranchées, des canaux pour que le simple soldat parle à l'amiral. La reconnaissance, enfin, que la sagesse n'est pas l'apanage de l'uniforme d'or. Ce revirement, c'est l'humiliation institutionnelle d'avoir failli écraser une solution qui valait 48 000 existences. L'astuce de la craie devient un cas d'école dans les écoles d'état-major. Pas seulement sur les camouflages ou la vue, mais sur l'arrogance du pouvoir, la vertu des observations simples et la puissance surpuissante de la clarté. Amphithéâtre militaire. Un instructeur récite l'histoire aux officiers de demain. À leur côté, le radar, Enigma, les grandes percées technologiques. Mais le message prime tous les autres. La vraie révolution vient de nulle part. Elle germe dans les solutions qu'on regarde sans les voir. Mais au-delà des leçons institutionnelles, il y a quelque chose de plus profond ici. Elle nous enseigne quelque chose de viscéral sur notre monde. Que l'élégance triomphe souvent de l'élaboration, que les galons ne valent pas la lucidité, que l'audace de contredire la majorité peut être plus utile que tous les diplômes. Vous n'avez besoin ni de miracles technologiques, ni de secrets militaires pour transformer une vie. Vous avez besoin de regarder vraiment et de refuser de baisser les bras face au non. Les amiraux ont crié « stupide » et ils se trompaient totalement. Cette ânerie s'est transformée en sauvetage massif. 48 000 destinées qui n'ont pas sombré. 48 000 foyers qui n'ont pas reçu l'uniforme et le drapeau. Parce qu'une femme a refusé d'écouter quand on lui disait « on a toujours fait comme ça ». Vétérans âgés touchant un bombardier restauré dans un musée, les cercles de craie toujours visibles. Et vous, quel est votre craie? Quels détails évidents les experts autour de vous ne voient-ils pas? Quelles solutions limpides étouffent-ils sous des couches de complexité? L'histoire le crie. Les idées révolutionnaires commencent toujours comme des blagues aux oreilles des puissants. Dites-moi en commentaire, quels autres délires historiques se sont avérés génies? Quelles solutions d'enfants avez-vous vu réduire au silence par ceux qui savaient? Et si ces histoires d'idées oubliées qui ont sauvé 1939-1945 vous obsèdent, restez ici, parce qu'il y a des dizaines de récits comme celui-ci, des instants où des gens normaux, avec des visions folles, ont ramené des milliers d'âmes et réécrit l'histoire. Quelquefois, il suffit de craie et d'audace. Car en mai 1945, quand les canons se sont enfin tus, quand les bombardiers n'ont plus décollé, 48 000 gars ont repris le chemin de chez eux. Et l'un d'eux, appelons-le Michel, descend du train gare Saint-Lazare. Sa mère pleure sur le quai. Quand elle l'aperçoit, elle ignore tout des cercles blancs, des batailles d'amiraux, des théories statistiques. Elle sait juste qu'on lui ramène son fils. Michel mourra en 2019, 80 ans de vie ordinaire. Mariage, 3 enfants, 7 petits-enfants. 40 ans d'enseignement. Des centaines de jeunes esprits qui l'aura marqué. Tout ça parce qu'une mathématicienne avait tracé des cercles à la craie et refusé de croire que les amiraux avaient raison. Voilà la vraie portée d'une intuition simple, menée avec obstination. Elle traverse les générations. Les descendants de Michel existent parce que quelqu'un a cru à son idée ridicule en 1943. Combien de mondes entiers n'attendent que votre prochain regard simple pour naître?